Radio Rec. It's on air. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Rec pour Politiquement Incorrect. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à notre émission sur Facebook, Politiquement Incorrect, RECC, et sur Twitter, Incorrect. Au programme de ce soir, nous débuterons par un coup de projecteur sur l'actualité. Tout d'abord, focus sur la situation au Congo-Brazzaville, référendum et les contestations seront évoqués. Ensuite, nous évoquerons le choix d'H&M d'illustrer sa nouvelle collection avec une femme voilée. Vous le savez, le voile fait débat, alors la marque crée-t-elle la polémique? Nous y reviendrons. Dans la seconde partie de cette émission, nous débattrons sur une question culturelle. Le cinéma est-il un art ou une industrie? On prépare le bac philo ce soir avec vous sur Radio Rec. Pour cela, je serai accompagné de Marc, devant l'éternel Marc. Bonsoir. Bonsoir. Nous serons également accompagnés de Louise. Bonsoir Louise. Bonsoir. De Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir. Et de Nelson. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, c'est parti pour Politiquement Incorrect. Il est 19h15, on est presque à l'heure ce soir. A tout de suite. Politiquement Incorrect. Le jeudi sur Radio Rec. Présenté par Nicolas. Et nous revoici pour une nouvelle émission de Politiquement Incorrect. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à nos émissions. La semaine dernière, nous parlions de sujets polémiques avec notamment la réédition de Mein Kampf. Eh bien, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à réagir à nos émissions. Et n'hésitez pas à réagir au sujet de ce soir. On va commencer tout de suite avec Marc. Et eh bien, nous allons parler du Congo-Brazzaville, un petit peu l'un des fils rouges de cette émission, puisqu'on s'intéresse aux sujets africains régulièrement dans nos émissions. Et ce soir, eh bien, il est question eh bien, des hommes du Nord qui continuent leur ascension au Congo-Brazzaville. Tout à fait. Alors ça fait à peu près une semaine que les chiffres viennent d'être officiels quant au référendum constitutionnel congolais ont été dévoilés. 92,96% des votants ont dit oui à Denis Sassou Nguesso. Oui à la réforme constitutionnelle diligentée par ce dernier. Cette réforme concerne essentiellement et principalement deux choses. D'une part, l'abrogation de la limite des mandats. De l'autre, la suppression de l'âge limite pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Si l'on en croit toujours les chiffres, près de 93% des votants auraient, par leur oui massif, apporté leur soutien à Denis Sassou Nguesso afin de lui permettre de briguer un troisième mandat à la présidentielle congolaise qui aura lieu l'année prochaine en 2016. Je dis bien aurait, car au regard des troubles post-référendum et plus globalement à l'aune des fractures ethno-régionales que connaît le pays depuis son indépendance en 1960, le doute est, semble-t-il, bien permis, sinon obligatoire. Alors pourquoi doute-t-on ? Commençons déjà par les agitations populaires suite au référendum. Alors que le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Zéphar Mboulou, annonça le 27 octobre un taux de participation au-delà de 72%, un des chefs de l'opposition, Pascal Sati Mabila, pour ne pas le citer, en indiqua un tout autre, 10% seulement. C'est pourquoi, par une déclaration commune adressée le 28 octobre au, je cite, peuple congolais épris de liberté, le Front républicain pour le respect et l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, le FROCAD, et l'Initiative pour la démocratie au Congo, IDC, en ont appelé à une marche patriotique et pacifique dans tout le pays vendredi pour contester contre le référendum constitutionnel et à la nécessité d'organiser des journées villes mortes tous les lundis, jeudis et vendredis à partir du 2 novembre jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Donc 3 fois par semaine quand même. Exactement. Et ces tripatouillages, je paraphrase ici les termes de l'opposition, sont extrêmement dangereux dans la mesure où ils ne risquent pas de réconcilier le pouvoir et l'opposition et par voie de conséquence les principales forces ethno-régionales du pays. C'est là qu'intervient le second point que j'aimerais aborder, c'est-à-dire les fractures ethno-régionales que connaît le pays depuis son indépendance et même avant, car si bien entendu tout ne s'explique pas par l'ethnie en Afrique, rien ne s'explique sans l'ethnie. Le Congo-Brazzaville, ou République du Congo, d'après sa dénomination politico-juridique datant de 1992, reste à cet égard un exemple archétypique, illustrant magnifiquement, quoique tragiquement, cette tendance générale subsaharienne où les scissions ethno-régionales prennent le pas sur la politique nationale et son idéologie. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de tout cela. Oui, il faut faire un petit peu d'histoire pour comprendre ce qui se passe et pour se rendre compte que derrière ces balbutiements référendaires se cache en vérité une réalité régionale influençant directement la volonté du président actuel Denis Sassou Nguesso de se maintenir en poste pour conserver et ou confisquer le pouvoir suprême au profit d'un or dont il est originaire.
Je reviens fondamentalement à ce que je dis depuis très longtemps. Problèmes frontaliers, déliquescence des États postcoloniaux, difficulté de penser et de créer les nations, pratiques tribales et autoritarisme en tout genre sous l'égide des précédents partis uniques, corruption à n'en plus finir, captation des richesses par les pays dits développés. Étant situé en plein cœur de l'Afrique subsaharienne, le Congo-Brazzaville n'échappe pas à ce cocktail détonnant qui, depuis les indépendances africaines, acquises en majorité en 1960, n'en finit pas de faire tourner la tête des observateurs de cette sous-région. De plus, est venu s'ajouter à ces problèmes à la fois persistants et centraux, une démocratie de logique occidentale qui, si l'on s'attache aux propos rédigés par Éric Orsena, relayés par François Mitterrand à l'occasion de la conférence franco-africaine de la Baule, s'est vu presque personnifiée dans l'optique de jouer un rôle primordial en Afrique, celui de sortir cette Afrique noire de ces brumes autoritaires qui, depuis les indépendances, nappaient ses terres et l'empêchaient d'accéder à la fois à la modernité politique et au développement économique. Un rôle, donc, qui lui fut en toute logique attribué par des élites politiques venues d'Occident qui prétendaient à un moment donné voir en l'Afrique le douce ex machina de l'Afrique. Ce manque de discernement, j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, s'est révélé funeste, déchirant, pathétique. De sorte que, comme le soutient un proverbe sénégalais, l'abeille qu'on met de force dans une ruche ne fera pas de miel, ou comme l'a fait passer Détouche en 1732 dans sa comédie Le Glorieux, chasser le naturel, il revient au galop. En ce sens, les oppositions ou les applaudissements quant au référendum cristallisent un naturel africain, le naturel ethnique qui, malgré l'instauration démocratique comme l'on pouvait s'y attendre, n'a pu être chassé d'un coup de baguette idéologique. Mais au Congo-Brazzaville, quel est ce naturel, me direz-vous ? Il se fonde sur une tripartition qui accentua tangiblement l'instauration de la démocratie. Au Congo-Brazzaville, comme j'ai déjà pu le dire, les années de démocratisation ont conduit à exalter une tripartition ancienne opposant de manière géocardinale le nord, le sud-ouest et le sud-est. Ces revendications ethno-régionales furent politiquement représentées par trois hommes forts à l'heure de l'instauration du multipartisme en 1992. Denis Sassou Nguesso au nord, Pascal Lissouba au sud-ouest, pays du Niari, et Bernard Kolélas au sud-est, région du Poul. Malgré leur division interne entre Lari et Nibolek, les Congos, que l'on retrouve dans tout le sud du pays, et en totalisant près de 48% de la population, ne pouvaient que remporter les élections offertes par une démocratie dite, certes moderne, mais encore et purement quantitative, dans la mesure où le vote en Afrique noire est davantage ethnique qu'idéologique. À ce titre, je renvoie aux travaux d'Ibrahim Ouij, d'Essé Amouzou, de Brice Zamba, de Bernard Lugan, de Mawia Chiembe, de Jean-Godefroy Bilma, j'en passe, et des meilleurs, et sans oublier l'essentiel Jean-Serge Massamba Makumbu. C'est la raison pour laquelle, lors de l'élection présidentielle de 1992, date de l'instauration du multipartisme, Pascal Lissouba, membre de l'ethnie Congo, fut élu. Quantitativement battu, Denis Sassou Nguesso, soutenu quant à lui par le Nord et plus précisément par les membres de l'ethnie Mboshi, représentant 13 à 20% de la population selon les décennies, adressa de nombreuses critiques envers les populations sudistes et, je cite, il dit en 1992 « Il n'y a qu'une seule vérité, celle qui oppose le Nord et le Sud. Tous ceux qui nous ont insultés ici à Ewo pendant l'élection présidentielle de 92, au nom du professeur, il parle de Pascal Lissouba, pour qui il fallait voter, parce que c'est un savant qui sait tout, nous reviennent aujourd'hui les yeux rouges et les joues creuses, fuyant des obus du même professeur. Des obus qui ne font pas de différence entre un mouvancier et un homme de l'opposition. Des obus, chef, qui nous montrent qu'il n'y a qu'une seule vérité, le Nord, le Sud. Vraiment, chef, je peux vous dire que la façon dont je hais ce type n'a pas son pareil au monde. » Alors, durant le quinquennat de Pascal Lissouba, qui dura de 92 à 97, une opposition s'opéra à l'intérieur même du groupe Congo, entre les Lari menés par Bernard Kolélas et les ressortissants des régions du Niari, de Bwenza et de Lekumu qui soutenaient le président Pascal Lissouba. Au moment de la nouvelle élection présidentielle de 97, en pleine guerre civile, comprenant que la donne démocratique allait nécessairement le faire perdre, le colonel Sassou Nguesso força le destin. Et au mois d'octobre 92, à l'issue d'une guerre féroce, les Mboshi reprirent par les armes un pouvoir perdu 5 ans plus tôt par les urnes. Jouant sur la peur d'être une nouvelle fois dépossédé du pouvoir, Denis Sassou Nguesso, en s'adressant aux populations nordistes, annonça, je cite, que la guerre que vous avez gagnée vous a seulement écarté du danger, mais ce danger continue à menacer. S'il m'arrivait de mourir à 11h, sachez qu'avant 15h, on ne parlera plus du Nord tout entier, tous vos villages seront brûlés, tous les nordistes de Brazzaville comme ceux de Pointe-Noire mourront dans les 3 heures qui suivront ma mort. Fin de citation. Pour sa part, Bernard Kolélas mettait en exergue l'identité Lari, mobilisa en invoquant la légitimité des ressortissants ethniques du Poul à gouverner, évoquant à la fois l'indignité des nordistes, donc de Denis Sassou Nguesso, à assumer les fonctions principales du pouvoir étatique, mais aussi et surtout la grandeur de son ancien royaume Congo. De son côté, Pascal Lissouba, qui prenait quant à lui la supériorité de l'identité Nibolek, précisa qu'étant donné la domination intellectuelle de son identité ethnique, celle-ci devait nécessairement gouverner le pays. Conflit de mémoire, comme l'a très bien écrit Ibea Simeka. Au regard de ce constat, tout porte à croire que l'instauration démocratique accentua considérablement l'utilisation de l'ethnie ou de la tribu en politique, du moins dans l'accession au pouvoir. Et de l'avis de Brice Zamba,
Le pluralisme politique qu'offre la démocratie devient ici un pluralisme ethnique où chaque ethnie se retrouve derrière un homme politique de son origine. La démocratie devient alors un moyen d'exacerbation des tensions ethniques par la compétition qu'elle instaure dans la conquête du pouvoir. Autrement dit, et comme le conclut le directeur des études doctorales en sociologie du développement à la faculté de lettres et sciences humaines de Lomé, Essé Amouzeau, la démocratie moderne, centrée sur la loi de la majorité, s'embrouille dans des données mathématiciennes simplistes puisque les ethnies numériquement dominantes prétendent à une certaine légitimité de domination politique. L'exemple congolais le montre, la démocratie alimenta les prétentions de chaque groupe à gouverner le pays, et plus encore, donnant le pouvoir à une ethnie par le biais des urnes, elle conditionna la formation de groupes politiques d'opposition essentiellement constitués selon des bases ethno-régionales et ayant comme représentant un fils du pays. Je termine, et tout ça pour dire que se joue entre les opposants et les partisans du référendum un combat d'opposition entre forces ethno-régionales. Et pour l'instant, les hommes du Nord continuent ainsi leur ascension aux plus hautes marches du pouvoir d'État. On a dans cette situation effectivement une situation complexe résumée ici. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces histoires enfin, il y a beaucoup de contestations, il y a des oppositions, pardon, qui sont en train de se mettre en œuvre. On a notamment l'opposition qui est revenue sur sa décision de suspendre la désobéissance civile hier. Oui, alors, là, on se resitue dans les termes un petit peu de la Sciences Po. Désobéissance civile, c'est pas délinquance, déjà. La désobéissance civile, ça veut dire contester la loi en vue de son amélioration. Donc là, ça veut dire contester le référendum en vue qu'il s'améliore, la réforme constitutionnelle en vue qu'elle s'améliore. L'opposition va continuer, mais les forces de police au Congo-Brazzaville comme au Cameroun, par exemple, sont détenues par les gens du pouvoir. Ce sont des nordistes qui tiennent, comme Monsieur Biya au Cameroun, tous les postes de l'armée sont membres de l'ethnie du centre-sud, des Bétis. Donc il y a fort à penser que l'armée va éteindre peu à peu cette opposition. Mais ce qu'elle montre, cette opposition, c'est que il y a toujours les deux forces dont j'ai parlé tout à l'heure, les deux forces politiques qui s'opposent à ce référendum sont les forces du Sud. Les forces du Sud-Ouest, donc les Lari, et les forces les Nibolek et du Sud-Est, de la part de l'ancien justement représentant qui était Monsieur Bernard Colelas. Donc le Sud s'oppose toujours au Nord. Et on voit bien que derrière tout ça, les propos que je vous ai cités de Denis Sassou Nguesso sont des propos qui ont 10 ans ou 15 ans. Donc on voit qu'il y a toujours cette opposition Nord-Sud, et derrière cette volonté de se maintenir au pouvoir, il a la volonté pour son équipe d'être toujours représenté, de bénéficier des avantages d'être au pouvoir, ce que Antoine Sokpa a très bien montré dans le Cameroun, c'est-à-dire être président ou diriger une région, et surtout au plus haut chef, être président, c'est avoir certaines aménités pour les gens qui sont issus de la même région que le président. Il y a aussi cette idée de dons électoraux qui peuvent jouer pour que les gens votent aussi pour le président. En tout cas, il y a une volonté du Nord de se maintenir au pouvoir. Je rappelle que ça fait 31 ans depuis 92 que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, et c'est sans compter le fait que sous la République populaire du Congo, il a déjà gouverné 13 ans, de 79 à 92. Donc on a quand même un vieux loupard de la politique, hein. Si on additionne ça fait près de 44 ans qu'il est au pouvoir. Voilà, le Nord domine, numériquement inférieur, et il joue de cette division entre le Sud, entre ces deux ethnies qui, si elles étaient rassemblées, gagneraient quasiment toutes les élections. Donc on est là évidemment face à quelqu'un qui s'accroche au pouvoir. Effectivement, tu nous l'as démontré, hein, quasiment 93% des votants qui ont dit oui, alors que c'est techniquement pas possible, effectivement. Impossible. On est face à des scores soviétiques, si j'ose dire. Oui, mais c'est évident. Vu les répartitions, c'est impossible. En 30%, j'aurais pu y croire, parce qu'on a 20% de la population qui aime Boshi, donc ça aurait pu aller. Mais là, c'est quasi impossible. C'est improbable. Ce chiffre, c'est normal que l'opposition montre le bout de son nez et appelle à la désobéissance civile, parce que là on a vraiment l'archétype de la corruption et du mensonge quant aux élections. Alors est-ce que ça fait réagir nos chroniqueurs, des questions, des remarques, des constatations face à cela? Nelson, peut-être? Ça va être un peu compliqué de réagir, sachant que c'est pas du tout mon domaine. Maintenant, c'est vrai que de mon point de vue de profane, j'ai envie de dire, ce sera, ça paraît étrange, une telle ferveur politique, enfin, en termes de vote, c'est vrai que ça me paraît beaucoup. Et je peux pas en dire plus. Après, je suis pas spécialiste de la question, évidemment. De la question. Pas d'autres réactions? Si, Nico, peut-être? Peut-être plutôt une question pour Marc. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un scénario comme au Burkina Faso
surviennent au Congo? C'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Ça va, le pouvoir armé enfin, c'est-à-dire que c'est un petit peu différent comme au Burkina, parce qu'il y avait l'armée qui avait repris, qui l'avait redonné à la société civile, c'était un petit peu différent. Là, on est vraiment face à quelque chose qui est une situation quasi similaire, mais les acteurs sont inversés, c'est-à-dire on a là en fait un pouvoir qui se maintient, qui n'a pas perdu son pouvoir, qui le maintient, et contrairement au Burkina, qui l'avait par les yeux, enfin, l'armée avait repris le pouvoir, disait qu'elle allait le redonner à la société civile. Là, on est hors de ces choses-là. Après, on voit bien que niveau constitutionnalité, il y a des problèmes qui se posent un peu partout. Burkina, il va y en avoir prochainement, à mon avis, en Côte d'Ivoire. Il va y en avoir dans tous les pays. De toute façon, chercher Biya avait fait la même chose au Cameroun quand il s'agissait de se représenter, parce qu'il est là depuis des années 80, début des années 80. Donc forcément, il y a une forme de mimétisme un petit peu dans tous ces pays où on sait que les acteurs changent, mais la logique reste la même. Et si la situation est un peu différente que le Burkina Faso, parce que le pouvoir restera là et il n'y aura pas une prise de pouvoir de la part du Sud, parce que le Sud est trop désuni et trop opposé entre son Ouest et son Est, il n'y aura pas de coalition, ce qu'avait fait le Burkina Faso. Donc je ne crois pas à un scénario typiquement burkinabé. Par contre, je crois que la logique va être la même, où l'armée va reprendre le pouvoir et le redonner au président qui va rester jusqu'aux prochaines élections, et même peut-être après, ça, on verra les chiffres dans un an. Et à noter d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Sassou Nguesso a organisé le référendum, je crois que c'était le 25 octobre, et ça n'a pas été dit, mais ça a été relayé par un observateur de Cameroun.net, je crois. Il se disait que le 25 octobre 97, c'est là où Denis Sassou Nguesso a pris le pouvoir, et il a organisé ce référendum le 25 octobre 2015 pour signifier un petit peu cette espèce de symbolique autour, en disant, vous voyez, depuis 87 c'est bien, donc je choisis cette date-là pour faire en sorte que... Donc c'est un petit peu du symbolisme, mais en tout cas la logique reste la même. Eh bien, très bien, nous referons bien sûr le point sur cette affaire internationale, à l'international, pardon, dans nos futures émissions. Marc, tu n'hésites pas s'il y a évidemment de l'évolution sur le sujet. On va passer à notre deuxième sujet d'actualité ce soir. Une femme voilée dans une pub H&M, la marque suédoise de vêtements qui effectivement publie qui publie sa publicité H&M avec une femme voilée portant des lunettes noires et donc effectivement qui provoque un déferlement de commentaires sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. Je vous en lis, alors faut-il le lire, je ne sais pas, mais en tout cas je le fais. Le statut de la femme soumise musulmane voilée validé par une campagne de pub H&M, voilà, nous dit Babylore, ou alors une femme voilée dans la dernière campagne de H&M. Voilà, toute la question de la soumission qui est posée à chaque fois. J'ai boycotté Quick parce qu'ils ont introduit la religion dans leur menu. Je boycotterai donc H&M, nous dit un autre internaute, enfin nous dit à nous non, mais dit à un autre internaute sur le réseau social. H&M qui ne voit aucun problème pour le port du voile en shooting pour leur nouvelle collection. C'est beau à voir, nous dit Aïssa. Quelles sont les réactions que l'on peut avoir? Alors, on le sait, il y a de nombreux débats sur le port du voile dans la société, notamment en France. Rappelons qu'H&M est une marque suédoise, mais voilà, en France, on a cette question. Il y a toujours derrière, est-ce que l'on doit porter le voile ou est-ce que l'on peut porter le voile? Et puis, en allant plus loin, il y a toute la question toutes les questions qui vont autour du voile intégral. On va commencer peut-être par Louise. Alors déjà, je pense que c'est intéressant de revenir sur le contexte de l'apparition de cette mannequin qui en fait apparaît dans une vidéo par une campagne créée par H&M dont le slogan est « Dans la mode, il n'y a pas de règles, sauf une, recyclez vos vêtements ». Donc la mannequin apparaît quelques secondes et on voit aussi plein d'autres mannequins qui prônent en fait cette pub prône en fait la diversité. On voit des gens obèses, maigres, des transgenres, des personnes âgées, etc. Du coup, le but de la campagne, c'est un peu de dire que la mode est pour tout le monde et qu'il n'y a pas de code. La seule chose importante, c'est de recycler les vêtements. Donc c'est vrai que du coup, c'est la mannequin voilée qui a attiré le plus d'attention. Et du coup, on peut se demander pourquoi. Donc comme tu l'as dit, il y a eu plusieurs réactions. Il y a eu surtout des réactions pour, apparemment, parce que selon les musulmans, c'est une reconnaissance de la religion musulmane, enfin reconnue
dans le milieu de la mode. Et ils sont plutôt contents d'être représentés. Et sinon, pour d'autres, c'est l'arrivée de la soumission qui se banalise en fait, et que les gens qui sont contre ont l'air d'avoir peur de finir dans un monde où toutes les femmes sont soumises par le port du voile. Moi, ce qui m'interroge plus, c'est la cohérence en fait du port du voile avec la mode. Pour H&M, bien sûr, c'est cohérent puisque du coup, ça fait monter son nombre de clients. Mais pour la religion elle-même, est-ce que ça la discrédite pas un peu? C'est ce que je me demande. On voit, donc la mannequin s'appelle Maria Idrissi. Et elle apparaît du coup dans les médias. Elle a même été au Petit Journal où elle dit que je pense que nous sommes réellement prêts à concilier la pudeur et la mode. Et moi, c'est vraiment ça qui me dérange, c'est comment on peut concilier la pudeur et la mode, en fait, puisque la religion musulmane veut être sobre, modeste, c'est prône l'humilité. Et pour moi, la mode, il y a nécessairement le but de se mettre en valeur, de tout le côté matériel et superficiel de l'apparence physique, en fait, et de mettre en valeur aussi le corps. Et du coup, c'est vraiment ça qui me questionne, en fait, comment le port du voile, c'est même pas la religion musulmane, c'est vraiment le port du voile en lui-même peut être en cohérence avec la mode de H&M. Est-ce que Marc, tu soulèves la même question finalement que Louise? Alors, j'allais dire que l'étonnement, plutôt la question qui est posée par Louise, elle m'étonne sans m'étonner parce que on voit bien aujourd'hui que le sacré ou même le symbolique n'a plus vraiment sa place dans le sacré ou symbolique. Maintenant, on porte des croix autour en collier sans vraiment se référer au christianisme. On porte des fois justement des voiles ou en tout cas des tuniques qui rappellent, pas forcément d'ailleurs dans l'islam, en tout cas en règle générale, qui rappellent des habits plutôt qui étaient historiquement religieux. Il y a une façon en fait de forme de se distinguer. Ce qui me dérange un peu plus, c'est que là, on essaye je comprends l'interrogation de Louise sur le fait de quel rapport entre le voile et la mode. Moi, ça ne m'étonne pas parce que quand je vois le niveau aujourd'hui, quand on voit les grands couturiers qui font des grandes collections, je veux dire, il y a vraiment pas de cohérence non plus. Je veux dire que la mode, ça vient, ça va, ça vient. Il y a une façon en fait d'aller là où on crée l'envie, on crée le désir et surtout on prend en compte les acheteurs. C'est-à-dire là, on va peut-être se ramener un peu plus, enfin, se servir de la religion comme d'un outil marketing. Moi, je trouve ça un petit peu dégueulasse. C'est pour l'instant ce que je peux noter. Après, sur la question plus largement de la religion, je pense pas que quand on lise le Coran ou autre, ou même dans toutes les religions, c'est une vertu sobre, enfin c'est une religion sobre, machin, tout ça pour moi non. C'est quand on lit vraiment tous les textes, que ce soit du côté des textes juifs comme le Deutéronome, les Nombres ou le Lévitique, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Islam, il n'y a aucun appel à cette. Il y a des fois des passages comme ça qui vont nous dire bah, finalement c'est pas si mal. Puis avant on vous a dit le contraire avant, donc j'irai pas jusqu'à là. Mais oui, le sacré perd par son côté sacré. Alors que je trouve, contrairement au christianisme, que l'islam est encore une religion qui est sacrée, contrairement au christianisme qui est une ambulance dont on tire dessus, c'est facile. L'islam est encore une religion sacrée, comme l'est encore le judaïsme. Et je m'étonne en fait que ça n'ait pas encore soulevé trop d'indignation du côté des... Je ne sais pas si ça a été le cas, mais du côté des autorités musulmanes, pour le coup. Je ne sais pas. Ça. A priori, elle le voit d'un bon œil. Du coup, il y a quand même eu quelques réactions négatives de la part des musulmans. Mais Maria Idrissi, donc la mannequin londonienne de 23 ans, réplique qu'elle a vu quelques commentaires contre, mais qu'il n'y a rien qui dit dans le Coran qu'il ne faut pas porter le voile, qu'il ne faut pas porter le voile dans la mode. Et du coup... Tout ce que n'interdit pas la religion, on peut le faire. C'est supposé autorisé, oui. Donc du coup, je trouve que c'est plus un moyen de contourner la religion et du coup, je comprends pas trop le principe du coup, oui, d'avoir une religion si le but c'est de la contourner, de contourner les valeurs et les principes de celle-ci en fait.
Alors là où c'est assez intéressant, et je vais vous laisser continuer à réagir, c'est qu'effectivement, Louise le disait, on a une vidéo avec pas mal de monde dedans, de personnalités peut-être insolites du monde de la mode habituel. J'entends des personnes qui ont des caractéristiques physiques différentes, qui ont des habits différents, et notamment ici le voile, pour une pub donc effectivement placée sous le signe du recyclage et de l'éco-responsabilité, et qui finalement s'adresse à tous, d'après un petit peu les communiqués qu'il y a de la part. Et certains disent enfin une enseigne qui n'a pas honte d'avouer qu'une bonne partie de ses clients sont musulmans, par exemple. C'est ce que dit voilà, Akokoum, qui est, ben, c'est toujours les pseudos, voilà. Mais Nelson, tu souhaitais réagir? Ouais. Alors en fait, il y a un truc qui me fait vraiment réagir, c'est le fait de reconnaître la religion musulmane par le port du voile. Je trouve que c'est extrêmement réducteur par rapport à tout ce que ça peut être. C'est-à-dire que culturellement, la religion musulmane, c'est un truc qui est gigantesque. C'est une histoire qui a plus de 2000 ans, enfin, peut-être pas 2000 ans, je crois légèrement moins, mais c'est rien que 1000 ans d'histoire, ça va être poser quand même quelque chose. Et puis nous, on se limite à parler du voile dans une pub, et j'en ai à penser que cette pub-là, c'est un peu le même concept que la pub McDo, tu sais, venez comme vous êtes. Si tu veux, il y a un truc un peu comme ça derrière. C'est exactement ça, ouais. Ouais, et je trouve ça vraiment très putassier de la part de H&M. On va faire parler les gens. Ils l'ont pas choisi au hasard. Ils savaient que ça allait faire parler. Surtout quand même en Suède, où c'est quand même un pays. Enfin, c'est suédois, on est d'accord. Oui. Ouais. Le groupe H&M. Ouais. C'est un pays quand même très très peu enclin à accueillir des musulmans chez eux. Il y en a, bien sûr, mais c'est quand même moins fort que beaucoup de pays d'Europe. Mais c'est vrai que je me questionne sur le propos de cette chose-là. À mon sens, en fait, c'est un peu fait pour qu'on en parle comme ce qu'on fait là ce soir. C'est vraiment, ouais, on fait parler les gens, tout ça, comme ça, tout le monde parle de H&M, tout le monde achète. Et ça rappelle aussi un autre fait de la mode. C'était l'année dernière, il y a eu, pour Desigual, je crois, une mannequin qui avait un problème de peau, je sais plus comment elle s'appelle, cette maladie. Oui. Je trouve que c'est un peu faire parler. C'est un peu dégueulasse d'utiliser des faits de société comme ça pour faire pour faire une pub un peu négative. C'est du clic, enfin du buzz négatif. Cette mannequin-là, c'est la mannequin officielle de Desigual et le but, c'est au contraire de valoriser les défauts des gens qui sont en fait du coup plus des défauts et que la beauté, c'est... Oui, mais ils l'ont quand même prise parce que elle avait un défaut. Alors Tu c'est comprends? Winnie Harlow qui a la maladie de vitiligo, pas évident à dire. Voilà. Ouais. C'est une maladie de peau effectivement qui fait qu'il y a des contrastes dans sa peau et notamment ça se voit parce qu'elle l'a sur le visage, donc effectivement. Ouais, mais je trouve que c'est une démarche quand même assez violente de la part de la mode, enfin de la pub de mode. Après, c'est peut-être que moi, je trouve que j'ai rien contre le fait qu'il faut. Je trouve que ça devrait se banaliser, pas le mettre ça sur le devant de la scène. Je trouve que c'est plus grave de dire regardez comme on n'est pas mainstream, parce qu'on met des gens qui ont des problèmes, qui sont pas comme nous. Donc notamment sur Amadi de Pau, je redirai pas le nom parce que Vitiligo. vitiligo, voilà. Mais aussi pour le problème du voile, pour moi c'est vraiment du même ordre. Voilà, et la difficulté, c'est de faire de la communication aujourd'hui en voulant prôner les différences finalement et de se retrouver piégé dans un contexte où on fait le focus justement sur ces différences. Ouais, c'est à mon sens un truc qui ne fonctionne pas très bien. C'est compliqué, hein. C'est une question qu'il faudrait vraiment approfondir. Mais en termes de publicité, je crois pas que ce soit vraiment intéressant de le faire. Si Marc. je peux ajouter, moi je trouve que je suis totalement d'accord avec le parallèle qui a été fait par Nelson. Bon, à degrés différents, mais en tout cas la logique reste la même. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on joue beaucoup aujourd'hui sur le sentiment, c'est-à-dire la diversité. Jouer sur la diversité, vous avez vu nos marques sont diversifiées uniquement pour dire, ah bah vous avez vu, c'est bien ce qu'ils font, etc. Du coup, on va aller acheter chez eux. À éloge de la diversité, et en fait, derrière, c'est pour qu'on achète, c'est pour la quantité. Alors on dit, oui, il y a une qualité, c'est la diversité, mais il n'y a qu'une raison, c'est l'économie, la quantification, le fait que notre chiffre doit augmenter. Donc il y a une façon un petit peu sale de se servir de la diversité comme d'un moyen de ramener des gens et de faire marcher si vous voulez, sa marque. Donc je trouve ça... C'est typique de notre époque, je trouve. Enfin, en tout cas, depuis 10 ans au moins. Et ça revient cycliquement.
Et c'est toujours la même chose, c'est-à-dire on prend du sacré pour faire de la quantité, on prend de la diversité qui est plus encore de la qualité pour faire de la quantité. C'est vraiment les deux parallèles que moi j'observe en tout cas en tant que pur acheteur Et alors, occasionnel. que répondre à la question soulevée par Louise? Est-ce que ça jette un discrédit sur la religion, par exemple, derrière ça ou pas? Je crois même pas que ce soit une question de religion. À mon avis, c'est hors propos. Je crois pas que ça les discrédite, mais c'est une façon de prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Parce que c'est pas, on a beaucoup de mal de parler de ça. Enfin, de notre point de vue, on le vit pas. Je pense pas que les mecs de H&M soient spécialement musulmans. Il y en a très certainement, mais je crois qu'on peut pas vraiment parler de religion à travers ça. Moi, je pense que je trouve que ce que tu as sur le point sur lequel tu as raison, c'est de dire que ça peut jeter le discrédit, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer devant et qui vont dire vous avez vu, ils sont même jusqu'à là, le voile vous avez vu, je suis sûr on peut retrouver ce genre de discours, c'est-à-dire que la diversité ça double tranchant, soit ça nous émeut, soit ça nous énerve. Donc oui, il peut y avoir un discrédit, il y en a d'autres qui vont nous dire vous voyez la femme elle est sous un voile sur cette religion-là, vous avez vu, c'est pas comme nous, et on en arrive très vite à Morano. Mais il faut pas beaucoup de temps pour que généralement ces parallèles se fassent. Et vous voyez bien, dans les explications qu'on a, en tout cas les commentaires, c'est soit je suis pour parce que ceci, soit je suis contre. Et en fait, on a toujours, on peut dire, soit diversité, soit non, c'est pas bien parce que ça jette le discrédit sur la femme et soyons tous féministes, mais allons défendre les valeurs de la femme. Ce qui sont des très beaux, qui sont des combats qui se défendent très bien, c'est logique qu'ils soient là. Mais il y a une façon un petit peu encore de raisonner de façon binaire, quoi, entre c'est bien, c'est pas bien, entre c'est divers, c'est pas divers, et une façon de dire c'est qualité ou c'est quantité. Et je trouve ça dommage, enfin terrible même. Louise? Bah, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, déjà, pour revenir sur la diversité, bah, c'est sûr que c'est un gros coup marketing de la part des industries, mais du coup, c'est de la part oui, des industries de la mode. Mais du coup, ça me choque pas plus que ça. Mais moi, ce qui me choque plus, c'est le discours de la mannequin et des musulmans qui se disent pour, ah, enfin, les musulmans sont reconnus dans le milieu de la mode. Euh, voilà, on montre qu'une femme voilée, elle n'est pas soumise, etc. Et bah, c'est vrai que du coup, comme tu disais Nelson, ça rapporte vachement, ça réduit la religion musulmane au port du voile, ce qui est dommage puisque du coup, les valeurs musulmanes, c'est pas que ça. Et, voilà, enfin, moi, Le c'est problème, surtout c'est que ça qui me pose problème, c'est plus le manque de cohérence et si, puisque la mannequin du coup se revendique musulmane, elle dit attention, le voile c'est quand même pas non plus un outil de mode. Du coup, elle se contredit un peu aussi. Enfin, je Mais à trouve mon ça avis, elle assez s'attendait étrange. pas à ce qu'on pose des questions. Enfin, concrètement, on a dû lui dire, bah, elle est arrivée sur le plateau le matin, on t'a dit, vas-y, mets ton voile et puis on va te filmer. Je Il crois y a pas, de elle a grandes l'air assez chances. engagée. Du coup, elle est passée sur plusieurs médias, CNN, Bah, le évidemment, Petit Journal. mais parce on l'a fait venir, elle l'a invité, bah, ça a fait marcher, mais je suis pas sûr qu'elle s'attendait quand même à ça. J'ai pas suivi son propos, mais de ce que tu me racontes, si elle se contredit, ça me paraît gros en fait. Qu'elle ait vraiment Bah, un discours je pense qu'elle derrière. s'y attendait pas. Après, elle a l'air d'être vraiment dans une démarche. Du coup, Elle est peut-être très elle dit honnête que ça envers l'a elle-même, hein. encouragée à se lancer là-dedans, dans la mode pour les femmes voilées, musulmanes. On va peut-être demander à Nico ce qu'il en pense avant de conclure. Ben, moi, ça me choque pas vraiment, parce que je trouve au contraire que c'est bien, parce que bah, je suis peut-être pas très au courant, mais dans mon esprit, les mannequins en général, c'est plutôt des femmes blanches, plutôt grandes, plutôt minces et tout, majoritairement, très majoritairement. Et pour une entreprise comme H&M qui a certainement l'ambition de se développer dans le monde entier, le fait qu'elle emploie des mannequins qui représentent la diversité, comme on a pu le dire avant, je trouve pas ça particulièrement gênant, parce que c'est pas le rôle d'H&M de lutter contre l'aliénation de la femme qui serait forcée d'être voilée. Donc l'emploi d'une femme voilée comme mannequin, moi ça ne me choque pas. Alors, Vraiment. Le port du voile, après ça peut choquer, mais c'est une autre question. évidemment, on invite les auditeurs à aller voir tout simplement la photo en question, extraite de la vidéo d'H&M, où effectivement on voit une femme avec un voile, certes, avec des lunettes, et c'est certainement pour promouvoir les tenues vestimentaires d'H&M, et notamment eh bien, le manteau qu'elle porte sur elle, le pantalon, etc., et de Ouais. montrer qu'effectivement on Moi, je peut, pense que tout voilà, en étant voilé. H&M a dû faire un constat
euh, réaliste quoi. Dans la majorité de certains pays, les femmes sont voilées, donc s'ils veulent aller là-bas, bah, ils prennent un mannequin qui leur ressemble et puis voilà quoi. Très bien. D'autres réactions ou nous passons dans quelques instants à notre thème suivant? Je vois qu'a priori, nous avons épuisé l'ordre du jour de ce thème. On va se retrouver dans quelques secondes maintenant pour notre débat sur le cinéma est-il le 7e art ou une industrie? Grande question, à tout de suite. rec.fr. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Et oui, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'oublier d'appuyer sur un bouton, Marc, hein, effectivement. Mais bon, voilà. Les fautes techniques, ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? Non? Rien. Non, je disais que ta phrase sortie de tout contexte, ça peut paraître bizarre, mais... Ah oui, d'accord. Bon, ouais, très bien. Eh bien, nous allons passer tout de suite au vif du sujet. Le cinéma est-il un art ou une industrie? C'est Nelson qui va commencer par nous en parler, car tu as à la fois des aspects historiques et puis des aspects un petit peu philosophiques, j'imagine, derrière tout ça. Surtout politique, parce que je pense intimement que le cinéma est lié à la politique, particulièrement en France, beaucoup plus que dans d'autres pays. Donc je vais présenter un peu l'origine de cette question parce que c'est un débat qui fait vraiment rage dans le milieu du cinéma depuis en fait que le cinéma a été déplacé du ministère de l'Industrie jusqu'au ministère de la Culture sous l'influence d'André Malraux. Et donc ça s'est passé donc dans les années 60-70. Et en fait ce changement a eu pour effet de faire comprendre que le cinéma c'était plus simplement quelque chose une industrie avec ses artisans de tout type, de tous les bords. Enfin vraiment, ça peut être un électricien, ça peut être un scénariste, tout ça. C'était plus du tout considéré comme des artisans, mais c'est devenu des créateurs, des artistes. Et juste à ce moment-là, quasiment dans la même décennie, il y a les cahiers du cinéma sous la plume de François Truffaut qui ont décidé d'établir la politique des auteurs, qui consistait à dire que en fait, le seul auteur concret d'une œuvre cinématographique était son réalisateur. Et à partir de là, les réalisateurs se sont dit tiens, on est des créateurs quoi, on est des auteurs, et ça a changé énormément de choses en fait dans notre conception d'appréhender le cinéma, qu'on soit profane ou non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le réalisateur en France, c'est un intouchable. D'un biais ou l'autre. Même, je vais prendre un exemple ultra mainstream. C'est... comment il s'appelle, le gros, là? Georges Lucas? Non, bah non, il n'est pas français. Ah, t'as pas dit Mais l'autre, il lui ressemble un peu. Besson. Besson, exactement. Ah mais en plus, je veux dire Besson. Il a commencé en étant un auteur, si tu veux. C'est un truc assez particulier. C'est en France, si tu veux être reconnu comme réalisateur pour de vrai, tu dois être un auteur avant tout. Et donc, ça ne s'est pas limité au cinéma, hein. C'est une question qui a touché tout le monde de la culture. Mais le cinéma, ça a vraiment changé beaucoup de choses parce que c'est la première industrie de création en France. La France est le deuxième exportateur mondial de films. Donc le premier, c'est les États-Unis. L'Inde, c'est le premier producteur, mais ils n'exportent pas. Donc voilà, c'est pour expliquer un peu le truc. Et donc il y a eu une perte de reconnaissance artisanale comme ça. Et la figure filmique française, le cinéma français a beaucoup changé en fait. Tous les films d'aventure, comment ça s'appelle, Marc, aide-moi, Les films d'aventure? C'est des films avec ce dialoguiste fameux... Audiard. Audiard, oui. Oui, les films français avec les films des années 60, tout ça. etc. Ouais. C'est des films en fait qui sont vraiment perdus. C'était considéré en fait comme le cinéma de papa, si tu veux. C'était à l'ancienne. Ça s'est beaucoup perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans les années 60-70 surtout, on a eu beaucoup de films d'auteur. Et aujourd'hui, si tu veux faire un film qui fonctionne, tu dois faire un film d'auteur. En tout cas en France, les films qui fonctionnent au Festival de Cannes sont des films d'auteur. Tarantino, c'est quand même une exception, c'est un mec qui fait du cinéma bis, c'est quand même considéré comme un auteur. Il faut vraiment comprendre que cette conception d'auteur
a changé énormément de choses dans la façon dont on visionnait le cinéma. Du coup, l'industrie, ça a permis... la question de l'industrie, c'est une question en fait qui permet de mettre en exergue un fait qui est que le ministère de la Culture permet de contrôler du coup la production cinématographique, c'est-à-dire que le CNC, qui marche avec l'État français, Le Centre national de la cinématographie. exactement, dispose d'aides en fait pour les auteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider de subventionner une œuvre ou pas. Et ça, c'est depuis qu'il y a eu le déplacement De l'industrie vers la culture. de l'industrie vers la culture. Et du coup, on peut se poser après la question de l'œuvre elle-même, de tout ce qui est cinématographique, est-ce que donc le cinéma, c'est avant tout un art ou une industrie? Pour prendre l'exemple inverse, on va vers les États-Unis. Eux, ils ont tranché, ils ont dit le propriétaire d'une œuvre cinématographique, c'est son studio, c'est le mec qui met le blé, c'est lui le propriétaire. Du coup, quand ils te vendent un film, ils disent oui, je viens vendre mon film. Ça n'empêche pas qu'il y ait de l'art derrière, mais c'est avant tout Un produit. un produit. Et la question, c'est aussi de savoir pourquoi il y a ce débat-là en France. Parce que c'est une question, ça aussi. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont pour le côté artistique, il y en a qui sont dit non, c'est qu'une industrie. C'est vraiment une question très compliquée qui fait vraiment débat. Donc là, d'un point de vue politique, je trouve ça intéressant de poser la question. Il y a des gens qui sont peut-être plus qu'avec moi au niveau politique. Parce que niveau artistique, c'est vrai que j'ai expliqué qu'il y avait vraiment eu des incidences. Et politiquement, je pense qu'il y en a eu énormément aussi. Alors, est-ce qu'on a d'un côté les États-Unis qui mettent qui mettent en avant le produit tel qu'il est vendu ensuite sur un marché finalement, et d'un côté la France qui considère ça comme un art et qui subventionne, qui fait en sorte que ce soit le plus beau possible, ou est-ce qu'on peut pas présenter ça comme ça? Alors en fait, c'est pas une question. Enfin, je te reprends, c'est pas une question d'être beau, parce que bon, l'art, en fait, faut que ça ait il y a une forme de discours, si tu veux, faut que ça développe certains propos. Et en fait, tu dois les développer d'une certaine manière. Mais surtout, en fait, ce que ça a permis de faire, c'est que ça a permis aux instances dirigeantes, donc le ministère de la Culture, sous l'influence de Jack Lang, tous ces mecs-là, de dire, de porter un regard et d'exercer une censure soft, si tu veux. C'est-à-dire que, ouais, faites voir votre film. Ah, ça me plaît bien, on envoie le blé. Par contre, si ça me plaît pas, on coupe les vannes, tu vois. Ça a permis un truc comme ça. J'exagère grandement, mais il y a quand même un gros truc comme ça. Il y a une pression un petit peu sur C'est sur ça, les parce auteurs. que en France, il y a un truc qui est important de savoir, c'est que la production française ne peut, mondiale d'ailleurs, c'est pas qu'en France, on peut pas, un seul studio ne peut pas financer un film. Il faut qu'il y ait plusieurs studios. Aux États-Unis, ils sont un peu plus souples là-dessus, sachant que un studio peut, par exemple, verser 95% du blé, et les 5% peuvent être par un studio bis, qui peut aussi appartenir au studio. Avec le jeu des filiales, oui. C'est ça. Tiens. Donc voilà. Bon, on va faire un petit tour de table. Marc, par exemple, art ou industrie? Est-ce que je suis dans ce paradoxe même où j'ai l'impression que les gens qui composent la sphère même du cinéma, on peut les appeler des artistes, c'est-à-dire les comédiens et tous ceux qui font les maquillages, les décors. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de puissant là-dedans. Mais à l'échelle mondiale, ça représente une industrie. Comment c'est produit, de la façon dont c'est fait, quelle demande, quel machin. Donc il y a quand même là-dedans, bien que les personnes qu'on voit le plus souvent sont considérées comme des artistes, derrière il y a une grosse industrie. Mais est-ce que c'est une industrie au service de l'art? Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, et j'ai du mal à me positionner, parce que j'ai l'impression que, alors là je ne ferai pas de différence entre la France et les États-Unis, j'ai l'impression que beaucoup de films aujourd'hui sont nuls, mais ont un propos, donc on fait qu'ils sont bien. Donc on dit ils sont bien parce que t'as pas compris, parce qu'en fait il y a la recherche de ça, etc. Et en ce sens, je trouve qu'il y a beaucoup de films récents. Alors, on parle de vie artiste par exemple, c'est plus, regardez, moi j'ai trouvé le film nul, mais regardez, il y a quand même une recherche, il y a quand même une façon de faire, etc. Nelson, je sais que tu auras à réagir, mais en tout cas, je dis comme je ressens. Et aussi, il y a la vertu aussi des films récents
où c'est la vertu de la diversité, avec Intouchable, avec La vie d'Adèle, etc. Donc là, pour moi, c'est juste une industrie au service de la politique. C'est pour ça que je suis assez d'accord. Il y a un propos qui va avec le temps en disant, vous voyez, rendez-vous compte qu'il faut de la diversité, donc on fait des films qui évoquent la diversité. Et je me souviens que les actrices de La vie d'Adèle avaient répondu en grand journal à... comment elle s'appelle là, les chrétiens démocrates, Nico, tu devrais m'aider. Oui, Boutin. Christine Boutin qui avait dit regarde mon film et tu verras qu'on peut s'amuler librement, frustré de la fouf. Voilà, vous voyez, c'est ça, je ne réduis pas, hein, c'est ça qu'elle a dit. Donc je trouve qu'il y a derrière ça une façon de faire le cinéma en fonction des sphères d'influence de l'époque, des sphères de pensée de notre époque. Et je remets ça aussi avec les James Bond, avec les Iron Man qui... Avant, c'était contre les Russes qu'on se battait. Après, c'était contre les méchants islamistes. Avant les Russes, hein, après les méchants islamistes, Iron Man, c'est comme ça. Ou alors, sinon, un infiltré au sein de la CIA. Et James Bond, c'est pareil. Avant, c'était la guerre froide. Maintenant, c'est les méchants terroristes qui viennent des pays de l'Est ou qui viennent du Proche-Orient. Donc, je trouve que moi, j'ai envie de catégoriser quelque chose qui est un art qui ne répond à aucun code d'aujourd'hui. C'est pour ça que pour moi, l'art contemporain, c'est pas de l'art. Mais bon, bref. Non, mais je pense que est considérable comme art ce qui ne répond pas à la sphère d'influence de notre époque. C'est-à-dire qu'on peut dessiner quelque chose qui n'a pas de temporalité, qui est intempestif, c'est-à-dire qu'il est toujours d'actualité, sans voilà, produire quelque chose qui n'a pas de rapport avec le temps et qui est intempestif. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de productions où ça répond où on fait notre promotion sur le propos et non sur la façon de le faire, sur les artistes, sur les trucs. Et je trouve que c'est un peu dommage. Je remarque ça. Et j'ai horreur des gens qui me disent si c'est un film, des films où je ne comprends rien, où je me dis c'est nul, ça n'a ni queue ni tête, et qu'on me dit oui, mais il y a un propos derrière. Moi, je ne supporte pas ça. Ça m'énerve. C'est-à-dire, faut arrêter. Si la majorité des gens disent je comprends pas, c'est comme les critiques de cinéma. On va voir un film, tous les gens vont dire c'est nul, puis on va voir les critiques de cinéma qui vont dire c'est un film exceptionnel. Les chefs de la culture, les journalistes vont dire c'est un film exceptionnel parce que ça ouvre à ci, ça ouvre à ça. C'est un peu réducteur et je trouve que le cinéma est suffisamment ouvert au grand public pour arrêter de se faire lancer des fleurs par des gens qui sont une petite clique qui ne représentent qu'eux-mêmes et qui en fait jouent sur la sphère d'influence de cette époque en disant bah voyez ça représente ci, ça représente ça. Moi j'ai beaucoup d'intérêt et je terminerai là-dessus. J'ai beaucoup d'intérêt pour les films, voilà, comme disait Nelson, des textes de dialoguistes comme Audiard et tout, parce qu'il n'y a pas de technique, il y a des acteurs fabuleux, et avec rien, je trouve qu'on fait un chef-d'œuvre. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des dialogues qui sont percutants, certes qui sont d'une époque particulière, mais on a des dialogues assez percutants, et avec rien, on fait un film génial, et ça reste, entre guillemets, des best-sellers, pour le dire ainsi. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on est trop dans le cinéma au service de cette industrie politique qui est de dire on fait la guerre à ci, on fait la guerre à ça, et regardez les serments de Tobruk de BHL, enfin, vous voyez, c'est pas catégorie, je sais pas si on peut appeler ça du cinéma, mais en tout cas, il y a des trucs qui moi me dérangent. J'ai vu quelques mimiques chez Nelson, peut-être te demander ton avis sur ce que Marc vient de dire. Je vais pas contredire parce que je suis globalement d'accord, c'est juste rediriger peut-être un peu quand tu expliques que ces films-là en fait sont des films faits avec rien, non, c'est des grosses productions françaises parce que surtout à l'époque il y avait encore l'Algérie qui était très présente dans les thématiques et c'était aussi un terrain où on pouvait tourner, donc il y a pas mal de films, je pense à 100 000 $ au soleil, tout ça, ou Un taxi pour Tobruk qui ont été tournés là-bas. Mais c'est surtout que ce qui a changé réellement, c'est qu'on a décidé que le cinéma n'était plus populaire. C'est-à-dire que pour moi l'art cinématographique est un art populaire dans le sens où depuis ses débuts, c'est un truc de forain, si vous voulez. Les cinémas, c'était un truc itinérant qui allait de ville en ville. Voilà, c'était très populaire tout le temps. Les films qui marchaient le mieux, c'est Chaplin, c'est populaire, tu vois. Tout ce que je veux dire. Et là, il s'est passé quelque chose vraiment dans les années 70, avec la nouvelle vague. On a fait des films pour les élites. Pour les élites, on a fait des films très compliqués où il fallait vraiment avoir une culture cinématographique, un truc très particulier. C'est devenu très très élitiste en fait le cinéma. Et aujourd'hui, c'est vrai. C'est vraiment le cas. Et il y a les films pour le peuple, tu sais, les Bienvenus chez les Ch'tis, c'est pour le peuple, tout ça. Enfin, je joue un peu le truc. Hein. Et puis à côté de ça, t'as le dernier, le Fils de Saul, parce que c'est en ce moment, c'est soutenu par les médias. Alors, bien, allez voir ce film, c'est fantastique. Ou le réalisateur ouzbek qui nous a fait une satire sociale d'un paysan dans sa montagne.
il y a vraiment un truc qui s'est perdu, si tu veux, à l'arrivée à ce changement-là, si tu veux. C'est-à-dire que le cinéma n'était plus fait pour le peuple. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc, pour revenir à ce que tu disais avec 3 fois rien, il y a un truc qui est, en termes de reconnaissance, il y a un exemple qui était assez fort, c'était pour le nom de la rose. C'est une anecdote, que je vais vous raconter, une petite parabole. C'est... pour le film, en fait, ça se passe dans une abbaye, il y a des meurtres, tout ça, avec Sean Connery. Tu vois, c'est vrai. Et en fait, toute l'abbaye a été construite de A à Z. Ils ont tout construit. Ils ont filmé dans 2-3 abbayes pour des décors vraiment... voilà, mais l'abbaye en elle-même, celle qu'on voit dans le film, de l'extérieur, tout ça, a été fabriquée. Donc, voilà. Le truc, c'est que cette année-là, il a eu des prix, le film, il y a eu des trucs, mais rien pour la décoration. Personne n'a compris, personne n'a su dire que c'était pas un décor naturel. Et pourtant, il n'a rien reçu pour ça. C'est vraiment qu'il y a un truc qui s'est perdu, si tu veux. Il faut que ça fasse un peu plus faux que ça, tu vois. Il faut qu'on te montre que le décor est faux, tu vois, pour... Il n'y a plus cette reconnaissance-là des artisans, si tu veux. Donc moi, à mon sens, si tu veux, ma réponse sur la question est-ce que le cinéma est une industrie ou un art, avant tout, c'est une question d'industrie. Parce qu'il y a des artisans. Ça, c'est de l'industrie. Et l'artisanat est lié à l'art, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que si on ne considère pas que le mec qui depuis 40 ans, il fabrique des armoires, il a un toucher exceptionnel, il fait ce qu'il veut. Si ce mec-là, c'est pas un artiste, je sais pas ce que c'est, si tu veux. Le féminisme, c'est une forme de culture. La politique, c'est de la culture. Il y a un art politique, je suis désolé. Et je trouve que parler d'art ou comment ça s'appelle, D'industrie. ou d'industrie en ce qui concerne le cinéma, je trouve que ça n'a pas de sens d'avoir un débat là-dessus, si tu veux. Maintenant, c'est un point de vue, tu vois. J'aime bien Nelson qui nous propose des sujets. Ce soir, on va parler de ça. Et puis, qui au final dit mais franchement, ce sujet n'a pas de sens. Non, on a bien compris qu'effectivement, c'était bien plus profond que ça. Mais c'est vrai que la phrase sortie de son contexte pourrait faire peur quand même. Voilà. Non, mais moi, je te donne un point de vue et je suis tout à fait conscient qu'il y a d'autres points de vue qui se défendent aussi bien. Point de vue d'autant plus intéressant, effectivement, je rigolais en ouverture de cette émission dans le programme en vous annonçant qu'effectivement on vous avez révisé le bac de philo, mais c'est vrai que ça fait partie de ces sujets qui sont plus ou moins traités, hein, la place entre l'artisan producteur et l'artisan artiste en fait. Et c'est un des sujets qui est évoqué en terminale en philosophie par exemple. On continue notre tour de table qui va peut-être faire réagir Nelson qui poursuivra. Louise, que penser sur cette question ? Bah, du coup, ça nous amène à nous demander qu'est-ce que l'art. T'es pas pressé ? Du coup, j'ai pas vraiment de réponse à ça, mais je rejoins Marc sur son idée, sur le fait que ce qui se passe politiquement est réutilisé dans les films, du coup, pour montrer du doigt en fait qui sont les méchants, notamment avec James Bond. Les Russes, les méchants russes, etc. En même temps, je trouve que l'actualité, ça permet aussi de traiter de sujets un peu originaux. Je pense par exemple au film Mustang, qui a l'air assez engagé par rapport à la place des femmes dans certaines sociétés. Et... Du coup, qu'est-ce que l'art ? Est-ce que l'art, c'est dénoncer quelque chose ? C'est faire un film engagé ? Est-ce que c'est la prouesse visuelle ? Est-ce que c'est l'aspect philosophique qu'il faut mettre en avant ? Du coup, c'est un peu tout ça, et ça dépend du coup de ce que veut mettre l'auteur en avant. Après, pour moi, le côté industrie, c'est un terme assez péjoratif. Je pense par exemple au dernier film français là, sur Aladdin qui vient de sortir avec Kev Adams. Pour moi, si on utilise le terme industrie, c'est vraiment dans le sens on fait ce film pour faire de l'argent, quoi. Et là, du coup, c'est assez péjoratif de mon point de vue. Enfin, on fait tous des films pour faire de l'argent, généralement. Quand Oui, de bien. Enfin, nous, on fait pas de film, mais oui. Non, mais il faudra regarder le nombre de personnes qui vont... On est à combien d'entre personnes le sait ? Parce qu'il faudra regarder, parce qu'à la limite... Pour quel film ? Pour Aladdin. Oh là là. Oui, je sais que ça, 4 c'est millions, loin. je crois, un truc comme ça. 4 millions ? Ouais. Ah, on est perdu. Non, mais typiquement, ça, c'est le contre-exemple, tu vois. C'est le film qui a été produit justement pour la masse.
c'est un film, on a dit, bon, bah, les cons, ils vont aller le voir comme ça. Parce qu'ils aiment bien Kev Adams. Ouais, voilà, c'est un peu le contre-exemple. Mais après, je dis pas que les films d'auteur sont tous chiants, ils sont tous pédants, etc., etc. Mais il y a quand même une forte tendance, quoi. Depuis la nouvelle vague, il y a une forte tendance. Qui s'est d'ailleurs répercutée aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, ils ont quand même le sens des mecs qui vont voir le film, tu vois, ils ont le sens du public. C'est-à-dire que les mecs, quand ils sont inspirés de la nouvelle vague, ils ont fait le nouvel Hollywood, on a eu qui? On a eu Martin Scorsese, tu vois. Le mec, quand il fait un film, tu passes pas 3 heures autour d'une table dans un appartement parisien avec 2 vieux, tu vois. Oui, mais du coup, ça veut dire que le cinéma, pour vous, c'est forcément quelque chose qui doit être très divertissant ou... Bah, le cinéma, enfin, pour moi, c'est quand même, à la base, c'est un spectacle. C'est quand tu te déplaces pour aller au cinéma, c'est un lien social. Si tu vas avec des gens, tu parles du film, etc., etc. C'est quelque chose de social, tu vois. Aller voir un film. Allez voir Aladdin. Non, aller voir un film où t'as 2 vieux. Je prends l'exemple de Haneke, là, qui nous a sorti il y a quelques années. Amour, c'était ça le film. Oui. Où t'avais pendant 1h30, 2 heures, 2 vieux autour d'une table. Il y en avait une qui avait Alzheimer, et puis c'était des plans séquences où il se passe rien. Je trouve ça un peu pédant comme façon de faire. Et puis ce mec-là a eu des subventions de l'État, évidemment. Parce que, bon, bah, c'est un cinéma, c'est un peu intelligent, quoi. Mais je trouve que c'est pas la bonne façon de faire pour développer le cinéma, même de manière artistique, il y a des manières plus fines. Tu vois, les Américains sont très forts pour ça, c'est quand ils font un film, même si ça a l'air con, derrière, il y a souvent des intentions de réalisation, il y a souvent des propos qui sont intéressants, si tu veux. Mais j'aimerais juste, parce que c'est quand elle a parlé de l'art, qu'est-ce que de l'art? Alors je ne vais pas répondre à cette question, j'en suis incapable. Et puis là, on pourrait en discuter toute la nuit. Mais c'est vrai que c'est très bizarre de parler. Et tu as raison, Nico, de parler de ces conceptions philosophiques, artisan-artiste, artisan, enfin tout, artisan-producteur, etc. Parce toute la dimension qu'il y a aussi autour du travail. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Moi, quand je compare, j'en reviens tout de suite au cinéma, hein, mais quand je compare l'art moderne, enfin les peintures modernes avec l'art contemporain en lui-même, je me dis que l'art contemporain, à mon niveau, je suis capable de le faire. J'ai un peu de technique, j'apprends pendant 1 an ou 2 ans, je suis capable de le faire. Que quand je vois des peintures de l'époque moderne, je me dis, c'est impossible. C'est impossible d'apprendre à faire ci. C'est impossible. Tu peux avoir des techniques, mais tu n'arriveras jamais à faire l'œuvre qui a été celle du peintre. Donc pour moi, l'œuvre, c'est quelque chose que la majorité des gens, que seule une minorité de personnes dans un pays ou dans le monde est capable de produire. Alors, moi, je trouve qu'avec l'art contemporain, on est plus dans le propos que dans la technique même. Et je trouve que l'œuvre parfaite, c'est déjà avoir une excellente technique. Et après, sur ça, si on peut avoir un propos, très bien. Mais avant tout, ayons une technique pour faire passer un propos. Aujourd'hui, je trouve qu'on a un propos et un propos. Sans technique, alors évidemment, on va faire des... Quand on voit Jeff Koons, l'espèce de gros ballon multicolore là, qui ressemble à rien, les plugs anal qui sont... Enfin, vous voyez, je veux dire... là, tu parles d'œuvres d'art, effectivement, qui ont été disposées à différents lieux. Différents lieux, je me dis, c'est terrible. Il y a des œuvres carré blanc sur fond noir. Mais je vous assure, vous souvenir, voilà. Je me dis que là, on est terrible. Et je trouve que le problème de notre temps, en tout cas on a à peu près une vingtaine d'années tous, donc de notre génération, c'est que je trouve qu'on assiste à des propos sans technique. Et je trouve ça dommage, en tout cas dans le monde de l'art, peintre, création manuelle, enfin création pure, art contemporain, art moderne, je trouve qu'il y a un vrai problème là-dedans. Alors, j'ai l'impression que le fossé se creuse entre les films de masse, comme disait Nelson, et les films pour élite. Et je me dis, il y a beaucoup de films pour la masse, et il y a beaucoup de films pour élite, des films qui sont peut-être, on n'en parle pas souvent, parce que c'est des films, on dit, voilà. Mais qu'est-ce qu'on pourrait placer au milieu? Moi, je placerais au milieu, je me dis, quand il y a une technique, où on place la science-fiction, c'est ça que je me demandais. La science-fiction, où est-ce qu'on... Parce qu'il n'y a pas vraiment de propos. Quand je vois le 5e élément, quand je vois Star Wars, quand je vois Le Seigneur des Anneaux et d'autres, je me dis, qu'est-ce que c'est génial. Je me dis, c'est génial. Et c'est sorti de propos, et c'est d'une technique phénoménale. Et je me dis, où je le casse, j'arrive pas à le caler. Il n'y a pas
il y a du propos, il y a des propos dans ces films-là. C'est juste qu'en fait, il y a un scénario avant tout, on te raconte une Oui, voilà, histoire. ouais, oui, c'est ça. Mais l'histoire t'empêche pas, tu vois, de développer un propos. Et puis franchement, un peu de technique, quand c'est Il y bien a de la fait, super franchement, pourquoi technique. se priver, tu vois. Surtout si on a le blé pour le faire. Les États-Unis ont le blé, donc. Hum. C'est pour ça aussi qu'ils ont beaucoup d'avance sur nous, c'est que en France, on a l'impression que la technique retire du propos. Ils aiment bien tout ce qui est grandiose, faire le Oui. show, tu vois, tout ça. Enfin, le show SHOW, hein, pas faire le show, voilà. Et ils ont beaucoup d'avance. C'est-à-dire que nous, en France, on a un peu ce sentiment que si on ajoute, si on a de la technique, ça va en fait retirer du propos. C'est vraiment un truc très bizarre en France. Si tu veux. Je serais incapable d'expliquer un truc comme ça, mais c'est bizarre, si tu veux. Mais aux États-Unis, ils ont ce truc-là, si tu veux. Et tu parlais de la science-fiction. La science-fiction, il y a des propos, mais monstrueux qui sont développés là-dedans. Notamment sur la guerre froide et tout. La planète des singes, je prends le truc. C'est ouais, regardez les singes, ouais, qu'est-ce qu'ils sont cons. Sauf que, ah, tiens, si on inverse les trucs, qu'est-ce qui se passe? Tu fais ça avec les Russes. Tu remplaces les singes par les Russes. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ah, mais Ouais, ça, c'est regardez les Russes, ils sont cons, mais sauf que mets-toi de l'autre côté, mets-toi à la place. Tu vois, c'est ah putain, ça fait tout drôle, tu vois. Donc il y a vraiment des propos qui Ouais. sont développés. Donc on peut les mettre là-dedans, dans entre deux. Entre Ouais, la non, mais masse je et trouve que le machin. problème, c'est ce que t'as expliqué tout à l'heure, c'est que il y a le film pour la masse, et en fait, on fait passer beaucoup de films qui sont très intelligents et qui ont l'air cons pour les films de masse, tu vois. C'est un peu dommage. Et puis les films pour les élites, et ça permet en fait politiquement de séparer les élites sociales, tu vois, Et du bas peuple. et le bas peuple. Voilà. Mais après, c'est peut-être une vision binaire de la chose que j'ai. Non, moi, je Voilà. trouve que. C'est un truc Moi, que- on est deux sur le coup. Eh ben, est-ce que vous êtes 3, tiens, Nico? Je suis pas très Je suis familier du producteur. sujet, donc Bah, si, voilà, si. mais je suis assez d'accord avec ce qui a été dit déjà. C'est facile de passer en dernier. Oui, je suis d'accord avec Ouais, ce qui a voilà, été dit. c'est C'était ça, de ouais. très bons propos. Non, mais j'ai faut trouvé. dire- non, mais C'était faut très dire- non, faut intelligent, dire- c'était pas mal. C'est facile, c'est chiant de passer après des gens qui ont déjà tout dit, comme ça, on Ah, peut oui, plus rien c'est dire. vrai. Non, on est loin d'avoir tout Non, dit, je rigole, parce non, que- c'est façon de parler. Non, je rigole. Mais Bon, là, j'ai trouvé le parallèle avec l'art contemporain très juste, par exemple. Pour moi, une œuvre d'art, c'est un truc que je suis pas capable de faire. Enfin, que n'importe qui peut pas être capable de faire. Donc, quand on voit tout le ramdam qui est fait autour de la FIAC et des œuvres, certaines œuvres qui sont exposées qui valent pas grand chose, à mon avis. Bon, c'est un peu le même problème, je trouve, avec le cinéma actuel. Parfois, je suis un peu. Enfin, nostalgique, c'est vite dit, mais je regrette de pas avoir vécu une période antérieure où il y avait des œuvres qui valaient vraiment le coup. Après, je suis pas trop d'accord sur la temporalité des œuvres, parce qu'on voit certaines œuvres qui ont toujours été très ancrées dans leur actualité et qui pour autant sont très marquantes. On peut penser, je sais pas, les œuvres de Chaplin par exemple, Le Dictateur ou Les Temps modernes, ou Arrivé vers là. ouais, La Rue vers l'or, ou certains tableaux comme ce Guernica de Picasso. Mhm. Voilà, mais après quand on voit d'autres tableaux comme tu disais, les Gustave Klimt par exemple qui fait des carrés de couleurs, bon ça c'est sûr que là, je suis capable de le faire aussi. Je crois que tout le monde peut le faire ici. Enfin voilà. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait un propos et de la technique, que là, j'ai plus l'impression qu'il y a du propos. Et que, c'est un peu. Je prends un exemple. Quand j'ai vu La vie d'Adèle, je sais pas pourquoi je fixe là-dessus. Parce que je vais pas non plus souvent au cinéma. non, Alors, parce qu'on en a beaucoup on en parlé. a aussi ouais. beaucoup parlé. Beaucoup. Je me dis. Ce qui était Si le pour, propos- c'est comme alors- l'histoire du voile, là, on en a beaucoup parlé. C'est vrai, parce que- c'est vrai. Mais quand je vois, il y a un propos, donc oui, la diversité, il faut accepter l'homophobie. Il faut accepter l'homosexualité, pardon. Ça a dérapé. Pas pour rien que l'émission s'appelle Je me Politiquement Incorrect. Hein. Les actrices sont nulles. Enfin, j'ai pas trouvé ça. Enfin, je veux dire, moi, je Enfin, elle est trouve assez douée, elle est pas réputée pour être très douée, elle est réputée pour être la fille, enfin la petite fille. Je veux dire que ça va être. Jérôme Sédou. Ces actrices sont considérées comme des actrices parce que, en fait, il y a un film qui est fait pour nous toucher en plein cœur en disant oui, c'est vrai qu'il faut accepter l'autre, il faut accepter les trucs. Je trouve qu'il n'y a pas une recherche particulière là-dedans et que c'est plus le scénario et le thème qui font les actrices ou les acteurs en règle générale que l'inverse. Par contre, je remarque que souvent, j'ai vu beaucoup de films où je ne comprenais pas vraiment le scénario, comme Buffet froid,
avec Blier et comment il s'appelle, Depardieu et Serrault, je crois, qui jouait dedans aussi. J'ai pas compris, vraiment, j'ai essayé de comprendre, je l'ai vu plusieurs fois. Je ne sais pas pourquoi, j'adore ce film, et parce que je trouve que les acteurs, ils sont fabuleux. Et je sais pas pourquoi, aujourd'hui, on a plus un scénario au service des acteurs que des acteurs au service d'un scénario. Je trouve que ça s'inverse un petit peu aujourd'hui, en tout cas là je parle peut-être des films un peu particuliers, en tout cas pour le coup. Je trouve qu'on se sert trop de thèmes qui nous poussent à nous faire dire oui ou non. Oui c'est bien, non c'est pas bien. Que des films où des fois le scénario est pas très compréhensible, mais je suis en admiration, en tout cas moi, devant la qualité de jeu des acteurs, sans être spécialiste du cinéma. Je me dis juste que le cinéma c'est aussi fait pour tout le monde, donc j'y vais et à mon niveau je me dis waouh, je sais pas pourquoi j'aime quoi, je trouve pas que ça soit fabuleux, mais les acteurs me font aimer ce film et c'est souvent le cas, et souvent moi ce qui m'énerve vraiment c'est le propos sans technique, sans acteur, c'est juste le thème pour le thème, et là ça m'agace un peu quoi. Je sais pas si t'es d'accord, mais... Ouais, je suis d'accord, et je suis d'autant plus content parce que tu viens de faire un truc qui était assez emblématique de ce que j'essaie de parler de ça, c'est que tu as dit un truc, c'est moi j'y connais rien en cinéma et pourtant machin. Il y a le fait d'avoir déplacé le cinéma dans la culture, enfin le cinéma dans la culture, ça a permis de faire croire aux gens qu'ils y connaissent rien en cinéma. Alors que c'est pas vrai. Le cinéma, c'est un truc fait pour tout le monde. En théorie, on devrait pas se dire, ouais, j'y connais rien, machin. Si on aime un truc, si on aime un film, même si c'est un film con, tu vois, c'est qu'il a quelque chose à apporter d'un biais ou de l'autre. Et je trouve ça dommage, voire même dramatique, qu'il y ait des gens qui se refusent de comprendre de films, de parler de cinéma, parce que, bah ouais, non, mais je comprends pas, je suis nul en cinéma. Je trouve ça triste, mais... Non mais je veux dire, vraiment, c'est toujours... Non, moi, mais je trouve tu sais, t'as quand même un frein. Non, non, c'est pas un frein, parce que j'en parle assez librement. Je dis juste que des fois, il y a des choses que je ne peux pas apprécier. Avant, il y a à peine un an que je sais ce que c'est qu'un plan séquence. Et c'est quand je me suis dit, le plan séquence, c'est quand même balèze quand on a un plan séquence de 2 minutes où que les acteurs, ils ont dû apprendre le texte par cœur. Et voilà, c'est une traite. Rappelons voilà, que le plan séquence, c'est effectivement une séquence qui est tournée, Qui n'est pas coupée, quoi. qui n'est pas coupée, voilà, et qui peut durer très très longtemps dans certains films, comme qui est de manière générale dans les films actuels, très rapide. Je veux dire, aujourd'hui, on passe d'une séquence à une autre très rapidement. Mais après, c'est vrai, comme dit Nels, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est forcément un plan séquence pour se dire est-ce qu'on a aimé le film. Peut-être que si on avait cuté tu peux non seulement scènes... l'aimer et puis en parler, quoi. Oui, non, mais on en parle, mais je dis juste que j'ai dit qu'on en faisait un film d'élite et que les films à juste à thème de sensibilité ou même de guerre, c'est-à-dire que quand on a des films aujourd'hui on arrive aujourd'hui à des films que BHL arrive à faire, quoi, sur la situation en Libye, sur le serment de Tobruk. Enfin, on se dit mais où en est-on, parce que c'est de la pure propagande, quoi. Le message politique il est là-dedans. C'est du grand n'importe quoi quand on voit BHL en costard sur des champs de bataille, mais on a envie de se dire mais c'est quoi, c'est pas possible, quoi. Où est le niveau? Bon, ça, il s'est fait descendre, donc c'est tant mieux. Il Non, est mais philosophe, quoi. c'est un peu le cas extrême. En tout cas, je regrette que quand la majorité des gens disent que le film est bien et que les élites nous disent non c'est nul, je regrette qu'on en fasse un film qui est nul sous prétexte que bah oui, il y a pas ça, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça, t'as pas vu ça, ou au contraire de dire c'est un film, moi Vertige j'ai pas aimé. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, enfin c'est plus ouais bah c'est voilà, ça change de notre temps, mais c'est différent, c'est d'autres techniques, et puis voilà, ça fait du bien de revoir des trucs. Bah dans ce cas-là, va voir ce qui a été fait avant. T'extasies pas devant quelque chose qui est une pure promotion du cinéma hollywoodien des années je sais pas des années 30, voilà, je vais pas dire de conneries. Je trouve que ça n'a aucun sens. Par contre, j'apprécie le jeu du Jardin qui a été très fort là-dedans, mais le film pour moi est nul. Et j'ai pas besoin d'avoir fait l'école Louis Lumière, je sais pas si c'est... Plutôt la Fémis dans le genre, mais... Bon, voilà, pour apprécier ça. Jean-Pierre Ramsey-Lévy, qui est producteur et auteur, qui a posé cette question: le cinéma est-il 7e art ou une industrie? Vous pouvez toujours aller voir. Peut-on parler du 7e art ou d'industrie? Il y a évidemment de l'art dans un film, mais considérer qu'il ne s'agit que d'une activité strictement artistique est sans doute une erreur. Des textes de la République consacrés à notre métier utilisent l'appellation industrie cinématographique. Un écrivain, un peintre, un sculpteur, etc. sont en principe les seuls concepteurs-producteurs de leur œuvre. Il n'a pas fallu, comme au cinéma, associer au talent plusieurs corps de métier.
employer différentes techniques et rassembler d'importants moyens financiers pour donner naissance à l'œuvre. Voilà, l'étroite conjugaison de tous ces éléments contribue à l'ensemble et lui donne une logique qui lui est propre. La variation de l'un d'entre eux, l'un d'eux, entraînera inévitablement une distorsion du projet initial. Effectivement, hein, c'est la complexité du cinéma qui a tendance évidemment à rendre la question encore plus importante. Nelson, tu partages cet avis ? Ah, plutôt, ouais. Enfin, c'est vrai que c'est complexe, mais faut savoir, sur un tournage, il y a quand même des centaines de personnes. On le voit au générique de fin des films d'ailleurs. Hein. Ouais, C'est très, très surtout long. d'autant plus maintenant, parce que les artisans, ils sont derrière un ordinateur. Maintenant, c'est de nouveaux artisans, tu vois. C'est quand même dingue. Et tu vois, pour les films de. Comment ça s'appelle les films d'animation, genre, on va prendre Pixar parce que c'est plus connu. Putain, les mecs, quoi. Ils sont peut-être 200, mais ils sont 200 en générique, mais c'est des monstres, quoi. Ne serait-ce que animer une seconde d'un truc comme ça, c'est des heures et des heures de boulot avec des mecs qui ont dessiné avant, qui ont préparé, qui ont retravaillé les mouvements et trucs comme ça. Putain, si on se dit pas que ces mecs-là, ils sont artistes, et ils sont techniciens avant tout, mais artistes, tu vois, ils ont quand même un désir artistique, mais c'est quand même chaud, tu vois. Enfin, après, c'est comme je disais, ça n'a pas beaucoup de sens de parler de ces questions, de créer le débat autour de... Ouais, excuse-moi, je refais le truc, mais je trouve ça intéressant qu'il y ait ce débat, en fait, qui existe réellement, si tu veux. C'est un peu ça aussi la question qui est derrière, c'est pourquoi il y a ce débat-là, alors que c'est un peu... Enfin, j'ai utilisé une expression un peu dégueulasse, mais il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit au bout d'un moment. C'est... Arrêtez de vous prendre la tête. Parler des choses qui sont vraiment intéressantes, c'est pourquoi on parle de ça. Pourquoi il y a ce débat-là, si tu veux. Et alors pourquoi ? On va recommencer l'émission, mais le générique, vas-y. Bah écoute la suite au prochain épisode, allez. Non. Voilà, effectivement, pour le débat, je pense que nous avons eu les éléments. Je voulais juste, avant de terminer cette émission, parce qu'on va pas évidemment y consacrer une émission, revenir, puisqu'on parlait tout à l'heure de Twitter, voilà, et des choses qui s'enflamment sur les réseaux sociaux, que là on vient de parler du travail, faire ce petit parallèle avec le moment de solitude de Myriam El Khomri, la ministre du Travail, c'était sur BFM TV avec Jean-Jacques Bourdin, on écoute. Pour moi, il n'y a pas de baisse de CDI. Et c'est Le contrat CDD, qui est utilisé. le CDD Et d'ailleurs, ne change pas. au niveau D'ailleurs, c'est européen, combien le CDD on peut le renouveler combien de fois, le CDD 3 fois, Combien jusqu'à 3 ans. Non, mais combien Myriam El Khomri Un 3 CDD. fois Vous Non, êtes certaine de non, ça non, ce que je Un veux CDD, combien Un CDD peut être requalifié en un CDD. Un Oui. CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été Mais dites-moi, requis. il peut être renouvelé combien de fois, le CDD Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois Maximum Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. 2 fois. Il peut être renouvelé 2 fois. Savez-vous depuis quand Depuis le mois d'août dernier, qui est une mesure gouvernementale de Oui. votre gouvernement, C'est possible. Myriam El Khomri. Oui. Bon, je vous le dis, franchement. J'ai dit 3 fois et j'ai bien senti. Heures supplémentaires défiscalisées. Pour une fraîcheur à toute épreuve. Alors, on a même le droit à la publicité, voilà, effectivement. Myriam El Khomri, donc la ministre du Travail, qui ne sait pas combien de fois peut être renouvelé un CDD. C'est vrai que ça peut poser quelques questions. Bon, on va pas réagir davantage, mais peut-être une petite réaction. Je sais que Marc, tu as... Pourquoi tu me fais réagir sur des conneries comme ça? C'est pas possible. Non, mais c'est voilà. On a là, certains disent, je vais juste faire réagir là-dessus parce qu'on a déjà parlé des hommes politiques, etc. Certains disent, et peut-être peut-on se ranger derrière cela, que on préfère éventuellement quelqu'un qui comme ça. Ils ont regardé son CV et disent ça c'est une femme qui a des connaissances, qui s'y connaît, qui a tout un bagage, et qui face à Jean-Jacques Bourdin s'est retrouvé piégé à un vide, ne sait plus, alors que bon c'est un truc quand même relativement simple du droit du travail. Elle s'est fait piéger par Jean-Jacques Bourdin, en plus on l'entend bien dans la vidéo. Voilà, certains disent ça plutôt que des politiques assoiffés de pouvoir, etc. On peut être, est-ce qu'on peut être d'accord avec ça et se dire bon bah voilà, il s'agit simplement peut-être d'un oubli de sa part, elle a été paniquée face à une question, elle n'avait plus les éléments en tête quoi.
Enfin, non, je veux pas, je veux dire, ça peut arriver de. Enfin, là, c'est même pas qu'elle se souvient pas, c'est qu'elle ne sait pas. Enfin, elle ne le sait pas sur le coup, mais est-ce qu'elle ne sait pas dans Non, la mais elle doit- vie non, mais il y a des. Non, mais en tant que. Mais, Nelson, il s'intéresse au cinéma, et moi je m'intéresse à l'Afrique. Il y a des questions bateaux, quoi. Je veux dire, enfin, je sais pas, travailler du travail et parler des CDI ou des CDD, c'est quand même, à mon avis, la base. Après, bon, je vais pas lui jeter, je m'en fiche qu'elle le sache pas. Je me doute qu'il y a beaucoup d'incompétents au gouvernement. Mais je trouve de toute façon que ces ministères-là ont peu d'importance. Pour moi, les plus importants, c'est quand même tout ce qui est en rapport à la défense, enfin, tout ce qui est justice, etc. Ça, c'est vraiment, et le Premier ministre, évidemment, c'est vraiment les postes clés, quoi. Après, bon, ces autres trucs-là, moi, ça va pas. Enfin, si, ça devrait me faire changer des fois la vie, parce qu'il y a des réformes, mais bon, je m'en fiche un peu. Partager ce point de vue de Marc sur cette affaire Myriam El Khomri qui s'est retrouvée face à ce pauvre Il Jean-Jacques. veut qu'on débatte là-dessus. Le point de vue, il s'est vu direct quand on a entendu le truc. Hein. Enfin, tu racontes, on était mort de rire. Oui, c'est clair qu'elle connaissait pas les fondamentaux. Voilà, les bases du droit du travail, ce qui est assez dommage, et on espère que ce qui n'en sera pas retenu, c'est parce que c'est une femme qu'elle ne sait pas ça. Et voilà, le féminisme, ça y est, là, ça arrive. Ah bah, ça aurait été si t'étais un mec, là, attention, ce serait fait défoncer. Hein. On se souvient que c'est au ministère de la Justice récemment qu'il y a eu des problèmes aussi avec le droit du travail, hein, puisqu'effectivement ils employaient des gens alors qu'ils n'avaient pas le droit de les employer de cette manière-là. Donc effectivement, voilà, des fois les gouvernants et les ministères feraient mieux de faire un peu le ménage. Si on adoptait la stratégie Mediapart, crois-moi que tous les membres du gouvernement y seraient mis à pied. Donc je pense que bon. Nico, pas de réaction particulière si. Moi, je pense que cette dame-là, je la connais pas, hein, mais justement, puisque je la connais pas, je pense qu'elle a peut-être été nommée du fait de son inexpérience pour que le ministère soit conservé sous l'autorité directe du Premier ministre, pour qu'il n'y ait pas de soucis dans d'éventuelles réformes comme avec Benoît Hamon ou Montebourg précédemment. Donc à mon avis, ça m'étonne pas vraiment. Oui, voilà, effectivement, on a pris une ministre. C'est du complot, ça. C'est du complot. On avait parlé de Myriam El Khomri quand elle avait été nommée, effectivement, une ministre. Il doit y avoir de ça. Qui voilà, expérimenté, quoi. Qui n'est pas forcément expérimenté au niveau des médias en tout cas et de la communication et voilà effectivement ce que cela donne. Voilà, c'était pour refermer cette émission, pour ne pas en créer une émission plus tard, mais voilà, en soulevant ce qui est dans l'actualité ce soir. Et bien voilà, nous allons nous quitter, nous vous remercions d'avoir été avec nous, merci. Décidément, ce soir, je crois que je ne vais pas y arriver au niveau du son. Merci Marc d'avoir été avec nous, merci Nelson, merci Louise, merci Nico. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Politiquement Incorrect. Voilà, si je ne suis pas licencié pour mon inefficacité technique ce soir. Bonne soirée, à bientôt. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Retrouvez-nous sur Facebook et Twitter. Partagez l'émission sur YouTube. Radio Rec. La radio étudiante. Supplémentaire défiscalisé. Pour une fraîcheur à toute épreuve. On a même le droit. Ouais.